Bonjour à tous. Il est l'heure pour commencer ce quatrième atelier, cette deuxième demi-journée des journées techniques 2020 du SEMAFROID dans cette forme nouvelle. Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. On va commencer par parler cet après-midi d'innovation et on va innover avec un atelier intercontinental animé par Mohamed Youbi Idrissi, qui est le directeur expertise, recherche, innovation du SEMAFROID du groupe Technéa, et Camille Fertel, qui est la directrice de Technéa Canada et qui est en ligne de Montréal. Donc, on va pour la première fois. Ce matin, on est allé petit à petit, on est resté franco-français, territoire métropolitain, on élargit. Et donc, je les laisse aux manettes pour nous parler cet après-midi, pendant une heure, avec vous, d'innovation dans le domaine du froid. Mohamed, Camille, à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les internautes qui nous ont rejoints sur ce webinaire qui sera dédié aux innovations au service du froid. On n'aura pas la prétention, bien entendu, de parler de toutes les innovations au service du froid en une heure, mais on va essayer de faire un tour de raison sur quelques exemples de l'innovation dans les différentes applications du froid. Cet atelier sera co-animé par Camille, vous l'avez compris, il est de l'autre côté de l'Atlantique, et moi-même qui est ici au SEMAFROID à Fresnes. Juste avant de vous parler du programme, peut-être quand on parle innovation du froid, on peut faire peut-être une vue du ciel sur les grandes tendances de l'innovation dans ce monde-là. Et on peut parler de l'innovation en 3D, quelque part. Le premier D, c'est durable. En parlant durable, ce qui vient à l'esprit, c'est bien sûr l'aspect écologique, mais pas que, parce que je rappelle que le durable, c'est l'intersection de trois cercles. C'est évidemment l'écologie, mais le social et l'économie. Et sur cet aspect de l'économie, Camille reviendra en fin de l'atelier pour en parler un petit peu plus en détail. Le deuxième axe, c'est ce qu'on voit arriver sur le marché, c'est des solutions de plus en plus digitalisées avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec également le traitement des données, l'apprentissage machine, j'en passe et les meilleurs, mais le digital fait partie aujourd'hui de notre quotidien et nos installations de froid seront et l'ont déjà de plus en plus intelligentes, smart et communicantes. Et puis, le troisième axe, c'est le froid différent. Par différent, ici, on entend en termes de production du froid, qui est, on le sait, à 90%, voire même un petit peu plus, est aujourd'hui assuré par la compression mécanique de vapeur, mais il n'y a pas que, parce qu'on voit apparaître, et on va le voir dans les différentes présentations de cet après-midi, qu'il y a d'autres technologies qui percent ou qui existaient avant, mais qui reviennent parce qu'ils font aujourd'hui plus de sens dans le paysage. Donc, le froid produit différemment avec d'autres technologies, par sorption, ADOAB, par la cryogénie, par d'autres technologies également, sont aujourd'hui présents. Et ce que nous avons souhaité, c'est de vous donner quelques exemples pratiques de ces innovations. Donc, au programme, nous avons 4 interventions et je remercie par avance les personnes qui ont accepté de se rejoindre à nous et de faire l'exercice de présenter ces innovations. On aura d'abord, et je donnerai la main tout de suite, à Brice Trimiac,
de laboratoire du CNAM qui va nous parler d'une innovation basée sur l'application de l'eau comme fluide frigorigène. Pour rappel, avec le CNAM, nous avons un partenariat qui s'appelle le frigorifique, qui permet de conjuguer et l'expertise et la recherche et les moyens pour conjuguer tout ça et proposer des projets de recherche, d'innovation pour le futur. Peut-être on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus une autre fois, mais le Sémafroid est en partenariat assez fort avec le CNAM. Donc, Brice, je te laisse la parole. Merci, Mohamed. Merci pour l'invitation à vos journées techniques, toujours très intéressantes en virtuel ou en réel. Je vais vous parler assez rapidement de travaux qu'on mène au laboratoire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis directeur du laboratoire du froid et des systèmes énergétiques et thermiques au CNAM, donc plus connu sous le nom du laboratoire du froid, qui est en lien direct avec l'IFI pour ceux qui connaissent. Donc, l'application qu'on va aborder dès que ça fonctionne, c'est l'utilisation de l'eau à basse pression. Alors, pourquoi l'eau, hein, c'est assez vieux comme le monde. C'est évidemment, vous avez vu ce matin des travaux sur des présentations sur les fluides frigorigènes. Hein. L'eau reste quelque chose d'abondant en termes d'impact environnemental et il reste négligeable, etc. Mais nous, on va l'appliquer à des basses pressions pour des applications à absorption et on va se rendre compte que les bulles qu'on va avoir au moment de la vaporisation vont avoir des tailles assez importantes de l'ordre de la dizaine de centimètres. Donc, il faut mettre au regard de ce que vous avez dans votre casserole. Hein. C'est pas du tout les mêmes échelles. Et finalement, pour dimensionner les échangeurs, on va avoir des difficultés à le faire puisqu'on a des conditions et des propriétés thermophysiques qui vont être complètement différentes de ce qu'on a habituellement l'habitude de voir dans les fluides frigorigènes plus classiques. Et donc, tout ce que vous avez comme règles de dimensionnement ne vont plus du tout être applicables. Et d'où la difficulté finalement à avoir de bons échangeurs très efficaces en termes d'ébullition basse pression. Donc à gauche, on va avoir finalement pour résoudre le problème une problématique à deux échelles. Je vous ai mis, hop là, si elle se lance, une échelle très locale. Donc là, on va dire c'est la partie académique. Où on va aller filmer ce qui se passe dans un échangeur dit parfait, puisqu'on a un seul canal d'échangeur. Là, vous avez de l'eau qui est ici. Et si la vidéo se lance, il faudra regarder à peu près par ici. Bon, logiquement, vous allez voir une superbe bulle qui va se former. Alors, malheureusement… Elle ne se lance pas, mais ce n'est pas très grave. Bon, imaginez que vous avez une bulle qui va faire globalement les deux tiers de la surface que vous avez ici, sachant que je vous ai mis un indicateur, la largeur du canal est de l'ordre de 20 cm. Donc, rapidement, la bulle va avoir une dimension de l'ordre de 10 à 15 cm. Et ces conditions très spécifiques vont rendre difficile finalement le passage entre cette échelle locale, on va dire l'échelle laboratoire, et un banc plus traditionnel, une échelle plus système, plus industrielle, où là, vous avez l'échangeur qui est caché ici, ou c'est un échangeur plus classique, un échangeur à plaques avec des chevrons, etc. Alors que vous voyez qu'à l'échelle locale ou l'échelle dit laboratoire, on a un échangeur à plaques lisses. Donc, les questions qu'on se pose, c'est finalement comment arriver à faire le transfert entre ce qu'on voit à l'échelle locale vers l'échelle système qui va intéresser l'industriel. Pour ça, on va appliquer des choses assez classiques en termes de dimensionnement d'échangeurs. C'est l'utilisation de nombres adimensionnels. Donc, ça va être des nombres qui n'ont pas d'unité et qui ont l'avantage de pouvoir faire des transferts d'échelle entre petite échelle et grande échelle. Donc, on va pas forcément s'intéresser au type de nombre. Donc là, c'est le nombre de Jacob qui va reprendre des caractéristiques du fluide, donc la phase liquide et la capacité de changement d'état et les niveaux de température.
Le nombre de bondes, alors les équations peuvent être barbares, donc, mais à la limite, peu importe. On va avoir la hauteur de liquide, puisque on est à très basse pression, et finalement, dès que vous avez 10 cm d'eau, vous allez avoir une pression hydrostatique qui sera importante. Donc finalement, la hauteur d'eau va avoir un impact, comme on le verra sur les diapos suivantes. Et en bas, on a toute cette formulation barbare. On va être U, par exemple, sur la vitesse de la bulle, les longueurs caractéristiques, etc. Donc là, plus des choses liées à la bulle. Et un autre nombre qui est la puissance frigorifique adimensionnelle, où là, ça va nous permettre de comparer les résultats un peu plus facilement. Donc, si j'essaye de tracer, alors à gauche, vous avez l'échelle locale, donc la plaque lisse, parfaite, qui va bien. Je vous ai tracé la puissance frigo par rapport à la hauteur mouillée en fonction du nombre de bondes, en fonction de deux types de phénomènes physiques, puisque à l'échelle locale, on est capable à la fois de faire l'adsorption, donc sur de la phase solide, et de l'absorption sur du liquide-liquide. Donc, on voit une évolution décroissante en fonction du nombre de bondes. Et finalement, ces expériences, on les retrace à l'échelle locale, donc ça va être la droite de la courbe, où on trace exactement la même courbe, hein, le Q sur H en fonction du bond. Et on a des allures de courbe qui vont être globalement identiques. Si je trace les évolutions de ça, on se rend compte qu'à l'échelle locale ou à l'échelle système, on a la même chose. En termes d'un autre nombre qui est tracé sur la ligne du bas, ça va être la puissance adimensionnelle en fonction du nombre de Jacob, en prenant en compte les caractéristiques de pression, où on va avoir globalement la même chose. Si je trace l'évolution de cette courbe à l'échelle locale, on se rend compte qu'à l'échelle système, on a exactement le même type d'évolution. Donc finalement, ça laisse rêveur, hein, puisque sur la gauche, à l'échelle locale, on est sur un échangeur parfait, entre guillemets, puisqu'on est sur une plaque lisse, on a un seul canal. La bulle, elle peut vivre sa vie sans aucun problème. Alors que sur l'échelle système, on est sur un échangeur à plaque complètement industriel. Bon, on a fait quelques ajustements, évidemment, pour pouvoir répondre à nos problématiques. Mais on se rend compte que finalement, ces premiers nombres adimensionnels qu'on a développés permettent d'avoir des résultats qui sont déjà prometteurs pour des essais préliminaires. Donc, ce que je vous disais, c'est que cette hauteur de liquide, le HL, finalement, va avoir un impact important, puisque donc, la hauteur de liquide, c'est ce qu'on a au début, avant formation de la bulle. Et si on n'a pas assez de liquide dans l'échangeur, finalement, la bulle, vous l'imaginez ici, elle va grossir, elle va venir rompre la surface liquide, elle va venir exploser et faire apparaître un film liquide sur la partie supérieure. Et c'est l'évaporation de ce film liquide qui va générer le froid qu'on récupère ensuite. Donc finalement, si on n'a pas assez de liquide, on n'a pas assez de hauteur projetée, donc on n'a pas assez de liquide, donc on n'a pas assez de production frigo. Si on en a trop, finalement, si on a trop de liquide, si on est à 2/3 ou à 3/4 plutôt de la hauteur totale, finalement, on se rend compte que rapidement, on va avoir du mal à faire de la vaporisation. Donc, on va avoir du mal à créer des bulles. Et donc, à partir du moment où on n'a pas de bulles, on n'a pas de changement d'état, on n'a pas de changement d'état, on n'a pas de production frigo. Donc, finalement, il y a un optimum à trouver pour cette hauteur de liquide. Donc là, c'était juste un exemple de paramètres qu'on est capable de maîtriser et qu'il va falloir maîtriser pour arriver à dimensionner les échangeurs. Tout ça pourquoi? Pour au final se retrouver avec des équations que connaissent bien les fabricants ou même ceux qui dimensionnent les échangeurs, parce que l'objectif, c'est d'avoir une équation, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les échangeurs de dimensionnement, avec des nombres adimensionnels qu'on connaît, hein, le Nusselt, le Planck, le Reynolds, etc. Parce que ce qui est caché derrière le Nusselt, finalement, c'est le coefficient d'échange de mon échangeur. Donc, pour une puissance donnée, si vous avez le coefficient d'échange, vous avez la surface qu'il va falloir installer, acheter, dimensionner, etc. Donc, l'objectif, c'est d'arriver au final à avoir ce genre de cartographie où là, vous voyez qu'on n'est pas trop mal, puisque sur des choses qui n'existent pas, qui sont encore au stade laboratoire, on arrive à prédire à plus ou moins 30% le coefficient d'échange avec nos corrélations. Alors, excusez-moi, elles sont encore secrètes, hein, elles seront publiées prochainement. Je pourrais vous l'écrire complètement dans peu de temps.
Donc, en termes de résumé, on est bien sur un objectif qui est de travailler sur du multi-échelle, à la fois comprendre les phénomènes à l'échelle laboratoire, à l'échelle locale, et de les transférer à l'échelle semi-industrielle ou industrielle. Tout ça par l'utilisation des nombres adimensionnels, qui ne restent pertinents que si on a la compréhension des phénomènes physiques. Et juste pour information, on continue évidemment à travailler sur ces sujets, puisqu'on a 2 thèses qui sont en parallèle et qui reprennent exactement ce que je viens de vous dire. On a une thèse plus académique avec les travaux de Patrick Motaropoulos au conservatoire et une thèse en partenariat avec le Sénégal, où là, on continue à développer des nombres adimensionnels, mais cette fois-ci en reprenant la base, entre guillemets, la physique, et en repartant de bilans, d'équations, des forces, etc. Donc, si j'essaye de résumer un petit peu, et Mohamed l'a expliqué aussi en introduction, parce que finalement, c'est le cœur du partenariat qu'on a avec le CEMAFROI, c'est finalement la complémentarité entre l'approche académique et l'approche industrielle. Alors nous, l'approche académique, ça va être par exemple de l'analyse d'image, de l'étude théorique des forces, des mesures expérimentales, etc. Et on a besoin aussi d'être confronté aux problématiques industrielles, à la fois pour les contraintes technologiques, parce que c'est bien beau de faire quelque chose en laboratoire, si ensuite il n'y a pas de transfert vers le tissu économique, ça va rester chez nous, ce n'est pas très, très intéressant. Donc on a besoin de ça pour arriver à développer une innovation forte et pertinente pour le domaine du froid. Merci de votre attention. Merci Brice pour cette présentation et cet exemple de recherche, comme on l'a vu, qui part des choses assez fondamentales pour arriver à des applications pratiques. Et comme tu l'as signalé, donc ce continuum entre le monde académique et le monde industriel, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et nécessaire. Et vous comprenez un petit peu plus notre raison d'être ici pour assurer ce continuum et vous accompagner, vous industriels, à transformer des innovations laboratoires en applications industrielles et avec succès. C'est un petit peu l'objectif. Encore merci Brice. Et puis, on va passer à une autre application, à une autre façon de produire le froid. Cette fois-ci, on va aborder les très basses températures avec Jean-Pierre Bernard. Bonjour à tous et à toutes. Merci au CEMAFROI de nous donner l'opportunité de présenter un petit peu dans ces ateliers la partie innovation liée à la cryogénie. Donc, comme Mohamed l'a introduit, c'est un mode de froid différent, en reprenant la terminologie du D. Et puis, c'est une continuité par rapport à la présentation initiale, justement ce lien entre la partie académique et la partie industrielle. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est la cryogénie appliquée au monde du froid. J'ai appuyé une fois de trop par rapport au sommaire, voilà. Donc, je vais vous parler de 2 vecteurs de froid cryogénique utilisés de façon industrielle pour ces applications de transport sous température dirigée. Donc, ce qu'on appelle la glace sèche ou la glace carbonique et l'azote liquide. Ensuite, une vue d'ensemble en fait, des solutions cryogéniques appliquées au transport sous température dirigée. Vous verrez qu'en fait, ces solutions cryogéniques peuvent s'appliquer à tout type de besoins, donc du colis à la semi-remorque. Quelques nouvelles fraîches en fait, en cette période assez chaude française, mais quelques actualités par rapport à ces applications cryogéniques, et puis pour ceux qui veulent en connaître plus, quelques références en fait en français et en anglais sur cette thématique. Donc, tout d'abord, en fait, ce qu'on appelle la glace sèche ou la glace carbonique, c'est le dioxyde de carbone sous forme solide. Alors, le dioxyde de carbone, on en parle beaucoup, il a peut-être mauvaise presse, mais il faut savoir que c'est un gaz industriel en fait, qui est utilisé, c'est un déchet qui est valorisé. Donc, en fait, ce n'est pas des émissions de dioxyde de carbone supplémentaire, mais en fait, c'est la valorisation de dioxyde de carbone qui est déjà émis et qui a certaines propriétés physiques qui sont intéressantes dans le domaine du froid.
Donc, c'est pareil, normalement, c'est une petite animation. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous voyez ce qu'on appelle un bâtonnet en fait, de glace carbonique, là, posé sur une surface métallique. Et donc, cette forme solide du dioxyde de carbone en fait, passe directement à l'état gaz, donc n'ayant aucun résidu, en fait. Et donc, ce qu'on appelle le phénomène de sublimation. Et donc, le passage de l'état solide à l'état gaz, en fait, se fait à une température très caractéristique qui est de moins 78,5 degrés Celsius. Dans les applications du froid, en fait, ce principe de température, enfin, ce niveau de température peut être très intéressant pour, entre autres, les applications en termes de produits surgelés dans les denrées périssables. Alors, quand on parle de densité énergétique, il y a deux aspects. En fait, donc cette glace sèche, si on la compare aujourd'hui à le référentiel en fait, des applications dans le domaine du froid, donc la glace hydrique, ce qu'on appelle les gel packs, les plaques eutectiques, principalement à base d'eau congelée, et on s'aperçoit qu'il y a deux aspects. Un aspect sur la densité énergétique en termes de quantité énergétique. Quand on prend 1 kg de glace sèche, l'équivalent énergétique est d'environ 1,7 kg de glace hydrique. Et la représentation sur ces images note aussi la densité en termes volumiques, où en fait on a une compacité beaucoup plus importante de la glace sèche par rapport au niveau de la glace hydrique. Donc il vous faudra beaucoup plus de gel eutectique pour la même quantité de froid embarqué dans ce type de solution. Le deuxième vecteur de froid cryogénique dans les applications industrielles, donc là c'est au sens scientifique de la cryogénie, c'est l'azote liquide, donc une température d'ébullition à la pression atmosphérique de moins 196 degrés Celsius, et donc passage de l'état liquide à l'état vapeur, donc gaz, à cette température. Et quand par exemple on veut regarder en fait la densité énergétique de cet azote liquide dans les applications du froid. Donc là, par exemple, si on veut produire du froid à une température de 0 degré Celsius, donc typiquement les applications de produits frais sous température dirigée, quand on raisonne en kilojoules par kilogramme, en fait, on va avoir deux termes qui sont très importants et qui sont complémentaires. Pardon, je vais aller un peu vite. En fait, on a le phénomène physique de chaleur latente de vaporisation, donc à savoir le passage de l'état liquide à l'état gaz à la température du liquide si on est dans des conditions saturées, qui va donner à peu près, pour faire simple, 50% de l'énergie totale. Et comme on est à très basse température, ce qui est très important dans cette utilisation du vecteur cryogénique, c'est aussi de récupérer l'énergie produite par la chaleur sensible des gaz. Donc là, c'est le réchauffement des gaz produits très froids jusqu'à la température ambiante souhaitée. Voilà. Typiquement, selon les cas, jusqu'à la température de 0 degré. Et on voit qu'on a deux termes sensiblement identiques qui vont produire une quantité de froid très intéressante pour ces applications. Alors, quand on regarde ces deux vecteurs de froid dans le transport sous température dirigée, on peut faire une segmentation en fait par le volume à transporter sous température dirigée. Donc, si on va sur la partie gauche de ce slide, on va partir du colis, donc de quelques litres à transporter dans des colis isothermes. Donc, on a ce type de récipient. Donc, comme je le disais, par exemple, avec le dioxyde de carbone sous forme solide, la glace sèche, eh ben, on peut avoir des applications donc, typiquement qui sont très répandues pour le surgelé, mais il faut savoir qu'on peut aussi transporter des produits frais en concevant l'emballage et avec le système de diffusion du froid qui va permettre de transporter des produits frais. On a une application classique ensuite sur le transport, par exemple, d'échantillons biologiques, où là, en fait, la demande va avoir est de maintenir ces produits en dessous d'une température de moins 150 degrés Celsius, et par conséquent, donc nécessitant là comme vecteur de froid l'azote liquide, mais avec des caractéristiques en fait qui vont permettre à des contraintes réglementaires, par exemple pour le transport aérien, de ne pas être directement un récipient d'azote liquide, mais en fait, c'est de l'azote
l'azote liquide qui va être absorbé dans une matière poreuse et qui va être stocké sous forme gazeuse. Donc le terme anglais, c'est ce qu'on appelle des dry shippers, en fait, où c'est des récipients phase gazeuse qui vont permettre de transporter des échantillons en dessous de moins 150 degrés Celsius. Donc, pareil, dans des récipients spécifiques avec isolation sous vide, donc double paroi, de façon à limiter les entrées thermiques. Ensuite, quand on augmente le volume à transporter, donc il y a différentes applications qui ont été développées par le groupe Air Liquide, donc sur ces aspects chariot, rôle, conteneur, isotherme. Donc là, également avec du dioxyde de carbone sous forme solide. Là, vous avez un système où on voit un chariot dans lequel, à partir de CO2 solide, on va injecter directement cette source de froid. Et par détente, en fait, le dioxyde de carbone sous forme liquide va générer le solide, qu'on appelle la neige carbonique et qui va être stocké dans le conteneur, et du gaz carbonique qui, lui, va être rejeté à l'extérieur. C'est ce type d'applications qui peuvent convenir sur des volumes de quelques centaines de litres jusqu'à quelques mètres cubes. Ensuite, on va avoir les véhicules utilitaires légers, donc typiquement les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes, où là, pareil, pour répondre aux enjeux de transport propre et durable, une solution à base de CO2 solide pour ce type de véhicule est développé par le groupe Air Liquide sur le principe aussi d'échange indirect dans la caisse isotherme de façon à assurer une ambiance toujours saine, c'est-à-dire en air respirable pendant toute la production de froid. Et si on augmente encore le volume des véhicules, donc les types porteurs ou jusqu'aux semi-remorques, là on va avoir des solutions utilisant l'azote liquide. Donc sur le porteur, là on voit par exemple un réservoir d'azote liquide installé sous le châssis. Et pareil, avec une solution dite indirecte, donc qui va utiliser des échangeurs thermiques, donc spécifiques pour répondre aux besoins de l'utilisation de l'azote liquide, comme cela a été présenté en fait pour prendre en compte cette notion de diphasique, le passage de l'état liquide à l'état gaz dans ces échangeurs, et de façon à assurer une solution industrielle sûre pour les utilisateurs. L'azote liquide est stocké dans ce réservoir, va circuler dans des échangeurs et va être rejeté à l'extérieur et donc se mélanger à nouveau à l'air ambiant de façon sûre et performante au niveau de la chaîne du froid. Et pour les véhicules jusqu'aux semi-remorques, en fait, ces solutions permettent d'être adaptables en termes de type d'échangeurs qui ont été développés et donc de volume à transporter. Donc, dans les dernières, on va dire, nouveautés ou développements récents, on s'aperçoit que ces solutions cryogéniques font du sens. Donc, dans le sujet du développement durable du monde de demain et donc de ces enjeux climat, on s'aperçoit que les fabricants en fait, de tracteurs s'orientent vers des solutions piles à combustible hydrogène pour la propulsion et que si la remorque est réfrigérée, des solutions type cryogénique. Donc aujourd'hui, la solution cryogénique est industrialisée et disponible sur le marché français et européen. Et donc, on peut… Jean-Pierre, on a perdu le son. On peut avoir des ensembles qui sont zéro émission, donc utilisant de l'hydrogène. Allô ? On avait perdu le son. On a eu quelques blancs, si tu peux reprendre. C'est bon ? Est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Oui, on t'entend, mais on a eu quelques blancs, si tu peux reprendre. D'accord, merci, excusez-moi. Donc je disais en fait cet ensemble zéro émission, c'est la combinaison en fait de la propulsion hydrogène pour produire de l'électricité via des piles à combustible avec une remorque utilisant la cryogénie comme froid et donc deux vecteurs en fait de gaz industriel combinés qui font du sens par rapport aux enjeux climatiques et de développement durable pour le transport. Ensuite, on peut avoir aussi la cryogénie n'est pas forcément antagoniste avec le froid mécanique. Il peut avoir des solutions pour des besoins spécifiques, donc sur des cas par exemple de porteurs de froid hybride, donc des solutions qui combinent en fait le froid mécanique avec le froid cryogénique pour certaines applications.
Ça peut venir, la cryogénie peut venir pour des besoins en fait de secours de chambre froide par rapport à ses capacités importantes en termes de performance de descente en température, également sur des aspects de refroidissement et de surgélation rapide. Alors, dans le contexte français, il faut savoir que il y a ces solutions nouvelles et cryogéniques. En fait, il y a des suramortissements par rapport aux investissements de systèmes de réfrigération. Donc, ces solutions cryogéniques sont éligibles. On a une déduction de 40% applicable de 2019 à 2022. Et puis que dans le sens en fait des enjeux climat, on s'aperçoit que le gazole non routier qui était moins taxé en France, progressivement Jean-Pierre, une fois qu'on a commencé à parler de taxes, le son est parti. Les taxes seront. Il y a des, la taxe, elle n'aime pas le téléphone. C'est encore un problème de connexion, excusez-moi. Je suis perdu. Est-ce que c'est bon à nouveau? Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, je disais, voilà, pour conclure, en fait, sur malheureusement, entre la présentation et puis les derniers jours, ça évolue vite. Je disais la suppression du taux réduit de taxes sur le gazole non routier qui devait être applicable dès cette année. Donc, un moratoire, a priori, va être signé déjà pour gagner une année compte tenu de cette année spécifique. Mais bon, sachez que dans le contexte fiscal français, il y a des possibilités pour promouvoir ce type de solution. Voilà, donc en conclusion, si pour les personnes intéressées, il y a quelques papiers qui ont été publiés dans ce domaine, soit dans des conférences, pour donner plus de détails sur ces solutions. Et puis, pour ceux qui vont participer à la prochaine conférence en août à Nantes sur la chaîne du froid, donc par l'Institut international du froid et l'Association française du froid, et donc via Gérald Cavalier, un nouveau papier sera présenté sur la partie des évaluations des consommations de ce type de solutions. Merci de votre attention. Merci Jean-Pierre pour cette présentation assez complète sur les solutions cryogéniques qui, comme tu l'as rappelé, sont déjà sur le marché et en progression et qui offrent une possibilité un petit peu différente, innovante pour les différentes applications de la chaîne du froid, du colis à la semi. Je rappelle aux différents participants avec nous au webinaire et ceux qui nous ont rejoints, et bienvenue à eux, qui peuvent envoyer leurs questions. Il y a un bouton que vous avez à l'écran qui s'appelle Q&R, questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. On sélectionnera quelques-unes à la fin de l'atelier et pour y répondre. Et on s'attachera à répondre à toutes les questions dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va passer maintenant à une autre application encore différente qui permet la production du froid avec une technologie basée sur la sorption. Et je laisse la parole à Gilles Labranc de la société Sofrigam Coldway pour nous présenter cette innovation. Gilles, à toi la parole. Merci. Ok. Bon, rapidement, je dirais une présentation du groupe Sofrigam qui est spécialisé dans la technologie de réfrigération passive, donc à base principalement d'accumulateurs de froid à base d'eau et de polyuréthane. Et ce sont des solutions qui sont utilisées pour le transport des vaccins dans le monde entier, principalement à partir de l'Europe. Donc c'est là-dessus que la société s'est développée. On s'est doté d'un centre d'essai thermique puisque c'est une profession qui fonctionne par qualification-validation. Ensuite, on a fait un peu d'e-commerce et le sujet qui est celui d'aujourd'hui, donc on a repris la société Coldway qui est devenue Coldway Technologies et qui a un système donc de technologie active, de réfrigération active à base de sorption ou absorption. Bon, là-dessus, il y a plusieurs avis, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais ça permet clairement des systèmes de réfrigération complètement autonomes
Et on va expliquer un peu plus loin, donc dans la prochaine slide, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Par contre, j'ai pas la main sur les slides. Bon, on peut les passer, c'est pas un souci. Ouais, ok, merci. Bah, je ferai un petit signe discret. Voilà. Bon, vous avez ici un objet, donc c'est un rôle isotherme avec un système de réfrigération active qui est basé donc sur la partie inférieure pour des problèmes de stabilité. Et vous avez dessous ce qu'on appelle le moteur thermochimique, puisqu'on est sur la thermochimie, et qui se compose donc d'une platine qui comprend 4 parties. Donc, vous avez le premier module, qui est le module de réacteur M1. Donc, les réacteurs, c'est le cœur du système. Le réacteur, c'est un cylindre métallique inox qui contient un mélange de sel. Donc, dans notre cas, c'est du MnCl2 et de graphite. Alors, ces solutions existent, enfin ces solutions, cette technologie, cette connaissance existe depuis 2 siècles. La difficulté, c'est d'arriver à faire des réactions réversibles quasiment à l'infini dans le temps. Et c'est, je dirais, le secret maison de Colway Technologies, de savoir faire les mélanges qui permettent, avec un taux de sel donné, d'obtenir une absorption d'ammoniac et sa restitution. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Le sel est avide d'ammoniac. Et dans la slide, dans la slide suivante, j'expliquerai, mais rapidement pour passer. Non, je reviens sur la première quand même, excusez-moi. Donc ça c'est la partie module réacteur. Ensuite, donc on a une batterie alimentation. Alors pourquoi une batterie? Parce qu'il y a toute une régulation, mais c'est des batteries à très faible puissance. C'est pas une batterie au sens puissance automobile. On a ensuite un module condenseur, puisque l'ammoniac circulant dans un sens, après, il faut qu'il reparte dans l'autre sens pour entrer dans une bouteille. Et donc, c'est ce qu'on verra sur la slide suivante. C'est un système aller-retour par le même circuit. Et enfin, on a une électronique qui gère tout l'ensemble. Voilà. Donc là, cette slide figure le système recharge. Donc la pièce majeure, donc c'est le réacteur qui contient ce mélange de graphite et de sel et ce qu'on appelle l'ammoniac à l'état solide, puisque dans la réaction chimique, ça donne un ammoniacate qui lui est donc fixé par le sel donc triple de volume à peu près, et absorbe, si j'ose dire, l'ammoniac. Vous avez donc sur la partie de droite ce qu'on appelle le réservoir qui lui reçoit l'ammoniac liquide et contient l'ammoniac liquide et la phase évaporation qui permet évidemment de distribuer le froid par, je dirais, l'évaporation donc de l'ammoniac. Alors, vous avez ensuite, bon, l'évaporateur joue également, dans la majorité des cas, un rôle de condenseur. Là, c'est un schéma théorique avec une ventilation, je dirais, qui est mise pour faciliter les échanges et accélérer les transformations. Et entre le réacteur et le réservoir, vous avez une électrovanne dont le rôle est de casser la pression avec le passage d'ammoniac vers le réacteur au fur et à mesure des besoins. La slide suivante va vous montrer comment ça fonctionne. Alors, réfrigération. Donc, le réservoir en verre contient une masse d'ammoniac qui est appropriée au mélange qui est contenu dans le réacteur. Il faut savoir qu'à la fin, le réservoir sera complètement vidé et tout l'ammoniac liquide se sera évaporé, si j'ose dire, et recombiné dans le réacteur. Là, on est en système dit flashpoint, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre la communication entre, je dirais, le réacteur et le réservoir, il y a chute de pression automatique qui fait que automatiquement l'ammoniac va se combiner avec le sel contenu dans le réacteur. Au démarrage de la réaction, et ce n'est pas marqué sur la slide, le réacteur est à une pression proche de 0. Le réservoir, lui, par une température de 20 degrés, est autour de 10 kg. Et donc, dès que l'électrovanne s'ouvre, automatiquement, vous avez une vous avez une absorption d'ammoniac par le réactif et automatiquement production de froid dans l'évaporateur.
Le système fonctionne avec bien évidemment une sonde de température et qui agit sur l'ouverture de la vanne, de l'électrovanne. Alors, pour donner quand même une idée un peu de, je dirais, de la puissance du système, quand on descend la température du réservoir aux alentours de 1 kg, pression atmosphérique, on est à moins 33, ce qui consomme un petit peu d'ammoniac, mais qui donne aussi une formidable réserve de froid, puisqu'il suffit d'ouvrir un peu comme c'est d'ailleurs très apparenté à l'eau glacée, il suffit d'ouvrir pour avoir automatiquement une génération de frigories. Le système va fonctionner tant que la dernière mole d'ammoniac ne s'est pas recombinée avec, si j'ose dire, le dernier grain de sel qui est contenu dans le réacteur. Et on arrive donc à des niveaux de température on fait indifféremment donc du congelé, on fait du frais et on fait des températures plus élevées, puisqu'encore une fois, il suffit de jouer sur l'ouverture de l'électrovanne pour avoir la quantité de froid et le niveau de température désiré. Pour donner un ordre de grandeur, au démarrage, la vitesse du gaz dans les conduites avoisine les 500 voire plus mètres secondes. La réaction est extrêmement puissante et la descente en froid extrêmement rapide. C'est tout l'intérêt du système. Alors, ça fonctionne de façon assez classique, c'est-à-dire qu'il y a une sonde à l'intérieur de la cellule isotherme, il y a une consigne qui est donnée, et on a, parmi les bénéfices de ce système, des niveaux de température extrêmement proches de la consigne. On est à plus ou moins 0,5 degrés autour de la consigne, et ce, quelles que soient les températures extérieures. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à une réaction chimique, et donc le réacteur, quand il y a la réaction du sel avec l'ammoniac, il y a évacuation de chaleur à l'extérieur, c'est un phénomène exothermique, et les niveaux de température avec ce niveau de sel sont relativement élevés, ce qui permet à la réaction de fonctionner pratiquement à 100% de son potentiel jusqu'à des températures extérieures de 50 degrés, voire 60 degrés. Voilà. Donc là, dans les produits qui sont commercialisés, nous avons volontairement pris des températures extérieures jusqu'à 43 degrés, donc ce qu'on appelle du tropicalisé, de manière à satisfaire tous les marchés sans se préoccuper des températures extérieures qui peuvent varier. Le système fonctionne jusqu'à ce que le réservoir soit vidé, ce qui veut dire que dans le dimensionnement du système, on a toujours une réserve supérieure à, je dirais, la durée prévue du système. Voilà. Alors ensuite, quand le système a complètement absorbé, eh bien, on branche une prise électrique en 220 et au bout de 6 heures, la réversibilité s'est opérée. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le système. Le côté très, je dirais, innovant. Alors innovant, je m'explique. Ces principes ont été développés et continuent à être travaillés par le CNRS de Perpignan. C'était le système Stealth pour ceux qui ont entendu parler de ça, mais ça, je parle d'il y a déjà plus de 20 ans, qui a été repris donc par des chercheurs de Coldway et qui est arrivé donc au système aujourd'hui qui fonctionne parfaitement avec la réversibilité. Énormément de problèmes techniques ont été réglés parce que la réaction chimique est assez compliquée à maîtriser et donc il y a toute une gestion interne qui est extrêmement puissante et extrêmement développée. Alors, on vous a listé donc les avantages qui, avec les crises actuelles et les nouveaux modes de livraison et de consommation du froid, j'allais dire, arrivent à point nommé. Le système est autonome. Hormis la petite batterie qui sert uniquement à faire fonctionner l'électronique, il n'y a pas de batterie dans le système, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas d'émission de CO2, on ne touche absolument à rien. Les performances vont jusqu'à 24 heures sous température ambiante de 32 ou 43. Dans les produits qui sont commercialisés, on s'est volontairement limité à du 12 heures parce que le premier marché qui est visé, c'est effectivement le home delivery et toutes les livraisons à court terme ou le contenant, c'est-à-dire le contenant, la partie isotherme qui contient les produits à délivrer, à la fin d'une tournée est complètement vidé. Ça, c'est, je dirais, la première génération, celle qui est en cours.
Le système est écologique puisqu'on utilise de l'ammoniac, donc c'est un biosourcé. Bon, je parle à des connaisseurs, donc il n'y a aucune émission, aucun rejet. Le système est totalement silencieux, donc on a le label PIC, parce que comme il n'y a pas de pièces mécaniques ni de pièces tournantes, il n'y a aucun bruit. Donc on livre parfaitement en centre urbain, même à l'hôpital, même la nuit. Au niveau de la régulation, et ça c'est un des points très forts du système, très très grande précision. Je vous ai dit tout à l'heure plus ou moins 0,5, on arrive à du plus ou moins 0,2, quelle que soit la température extérieure, qui peut même varier dans la journée. On régule aujourd'hui de moins 21 à plus 25, donc on peut faire avec le même appareil, je précise. Donc le même système peut indifféremment faire du congelé, du frais ou ce qu'on appelle de l'ambient en milieu pharmaceutique, simplement en changeant la consigne. Donc c'est aussi la très grande polyvalence de fonctionnement du système qui est, je dirais, extrêmement importante et je dis même séduisante parce que le marché peut mieux rentabiliser ce type d'appareil en raison de la très grande capacité à répondre à différents besoins, y compris dans la même journée. Système robuste et pérenne, ces systèmes-là tournent depuis plus de 10 ans. On a d'ailleurs très récemment récupéré, et ça sera l'objet de tests au sémafroid pour voir la déperdition de puissance au bout d'un certain nombre d'années. La déperdition de puissance serait tout simplement une diminution d'absorption d'ammoniac par cycle. Voilà. Donc le système, je dirais, quand on parle de plus de 3000 cycles, on part sur une base de 300 jours par an sur 10 ans, ce qui fait largement les 3000 cycles. Bon. On n'est pas allé au-delà parce que il n'y a pas de système qui existe au-delà, donc pour le moment on en est là. Voilà, donc je dirais sur cette partie-là. Les applications, alors, on a indiqué le froid du 21e siècle pour la logistique urbaine parce que par rapport à ce qui existe sur le marché, cette technologie, même si elle date du 19e siècle pour, je dirais, son invention, n'avait jamais réussi à être mis au point, tout simplement parce que il se passait un phénomène malheureusement bien connu de certains qui travaillent sur les poudres. Une fois que le sel avait absorbé l'ammoniac, qui devenait donc un ammoniacate, il était extrêmement difficile ensuite de le faire cycler en sens inverse et relarguer. Et au bout de quelques cycles, le système était devenu complètement inerte, c'est-à-dire qu'il était incapable soit d'absorber, soit de désorber parce que on n'avait pas le mélange, on n'avait pas la connaissance du mélange. C'est uniquement l'adjonction de graphite qui a des capacités thermiques, enfin physiques et thermiques extrêmement importantes qui ont permis la réalisation de mélanges performants. Voilà. Donc, parmi les applications, eh bien, on a l'alternative aux véhicules réfrigérés. On fonctionne en toute autonomie. Bon, on est environnemental, je veux dire, ça se passe de commentaires. Vous voyez une application là avec soit du vélo, soit des véhicules ligiers, ce qu'on appelle le triporteur ou le Pulse 4, donc 4 roues motrices. Et enfin, une autre application qui est sur tout type de véhicule, un container ou un contenant qui rentre dans un véhicule classique, que ce soit un Kangoo, enfin bref, les utilitaires. Nous allons en taille jusqu'à 3 mètres cubes. Et sur la gauche, vous voyez donc un rôle. Voilà. Merci Gilles, merci, le temps nous rattrape. Merci pour cette présentation assez complète sur cette innovation. Comme tu l'as rappelé, elle est partie d'une idée laboratoire, mais le Sofrigam et Coldway est sur le chemin de la transformer en réussite commerciale. Et bravo à vous. Ok. Donc, on passe maintenant, et je pense que ça va être assez complémentaire, sur un autre aspect de l'innovation, parce qu'on a vu quand même pas mal d'innovations technologiques, mais pour être assez complet, parce que derrière, il y a des aspects marché, et la dernière présentation vient de le rappeler à juste titre, eh ben, il y a également la place pour faire de l'intelligence économique et de l'innovation en termes économiques. Et donc, je laisse la parole à Camille, notre directrice de Technéa Canada, pour parler de ce sujet. Et Camille, tu as 8 minutes pour le faire.
Ok, bonjour à tous. Merci Mohamed. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc, effectivement, moi, je suis économiste de formation et puis mes spécialités sont tout ce qui est énergie et changement climatique. Et donc, c'est un bon complément avec ce qui vient d'être dit ce matin. Donc, je vais, en quelques minutes, vous décrire un petit peu comment l'intelligence économique peut venir au service de l'innovation pour un froid durable. Donc, comme ça va un peu vite. Comme Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, le Sémafroid s'inscrit dans un continuum entre la recherche appliquée et les industriels. Et je pense que le trait d'union, c'est quand même la capacité à positionner et à porter les innovations sur des marchés qui soient les plus porteurs possibles. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence économique. Et la plupart des innovations qui… Quelqu'un a bougé là ? C'est qui bouge la souris? Il faut choisir. On te laisse bouger la souris, la souris alors. Ben, c'est bon? Ok. C'est bon. Donc, oui, pour illustrer un petit peu ça, l'idée, c'est qu'une invention ou une innovation qui arrive dans un mauvais contexte ou qui est mal portée, ben, elle a peu de chances finalement d'être commercialisée et d'être transformée en succès commercial. Donc, c'est l'exemple de Nicolas Joseph Cugnot, qui était l'inventeur du véhicule à vapeur. Et il a fallu attendre à peu près 100 ans avant que son invention soit finalement commercialisée, avec assez peu d'innovation finalement entre ces 100 années. Alors, à quoi ça peut servir l'intelligence économique dans le domaine du froid? D'abord, mieux maîtriser les drivers économiques de son industrie. C'est des choses qu'on a déjà fait pour des clients, notamment avec Gérald à travers des études dans le transport frigo. Donc, vous avez un exemple à gauche sur le graphique, c'est comment les réglementations peuvent venir atténuer certains cycles économiques pour avoir une visibilité un petit peu sur les investissements et être capable d'anticiper les variations des cycles économiques. Et puis, sur la droite, le petit tableau, c'est comment on anticipe les taux de croissance et comment se situent les sous-segments du transport frigo, par exemple, par rapport à la croissance anticipée du PIB ou du transport de marchandises de manière générale. L'autre élément dans la catégorie mieux comprendre son écosystème économique, c'est justement être capable de positionner stratégiquement son offre, parce qu'une innovation, ce n'est pas forcément une invention qui vient d'être faite, mais c'est être capable de suivre les tendances du marché et de pouvoir positionner son offre pour qu'elle devienne finalement intéressante et rentable d'un point de vue économique. Là, on est sur des segments de marché du type e-commerce, alimentaire et pharma. Et pour le coup, des équipements qui n'étaient pas forcément justement envisagés deviennent très pertinents et peuvent être très rentables à très court terme. Anticiper les impacts des changements réglementaires. Alors, l'idée, c'est de pouvoir accompagner aussi nos clients dans la gestion préventive de certains risques, de façon à se faire en sorte que ça devienne un moteur de l'innovation. Là, vous avez l'exemple des variations de prix qui sont impliquées par l'application de la F-Gas, donc notamment avec la disparition en 2020 du R404A et d'un certain nombre d'autres types de gaz fluorés. Forcément, ça va impacter les modèles économiques et l'idée, c'est d'anticiper pour pouvoir introduire les innovations les plus pertinentes possibles au fur et à mesure que les réglementations se durcissent. Dans la façon dans l'idée d'anticiper les impacts, c'est aussi de transformer les contraintes en opportunités. Alors, le secteur, là, on est encore sur le segment du transport sous température dirigée, étant un secteur extrêmement énergivore et donc très polluant. L'idée, là, c'était d'essayer d'envisager, de positionner sur différents types de segments les types d'énergie les plus pertinentes pour alimenter à la fois l'attraction et la production de froid sur les transports longue distance ou régional, suburbain et urbain. Enfin, l'idée, c'est également d'accompagner nos clients pour optimiser leur modèle d'affaires. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qui est fin de vie des produits, des emballages, d'économie de la fonctionnalité. On va vers des systèmes plus locatifs où le froid devient finalement une fonctionnalité qu'on va chercher à louer plutôt que d'acheter.
Et ça aussi, l'économie et l'intelligence économique permettent de supporter les changements de paradigme au niveau des modèles d'affaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Camille pour la présentation. Il faut rappeler que le Sémafroid propose bien entendu ses services d'expertise qui également aujourd'hui, au-delà de l'expertise technique, va vers ce type d'expertise et qui touche le monde économique qui, on l'a vu, assez complémentaire de la partie technique. Alors, sur le chat, on a eu quelques questions. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de toutes les traiter. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'on aura la présentation ou les présentations? La réponse est oui. Donc, dans quelques jours, on mettra à votre disposition l'ensemble des présentations faites dans cet atelier et au-delà, l'ensemble des présentations pendant ces 12 jours de journée technique virtuelle du Sémafroid. Donc, vous aurez accès à l'ensemble des présentations, mais également l'enregistrement vidéo si vous avez le plaisir, le loisir de nous revoir par rapport à ce qui a été dit. Il y a une question qu'on pourrait adresser peut-être à Jean-Pierre sur est-ce qu'il y a des exemples d'industriels qui ont testé des solutions hybrides pour le transport? Enfin, Gilles ou Jean-Pierre, ou les deux. Je peux répondre si c'était lié à l'élément que j'ai présenté, en fait, que la cryogénie peut être une solution complémentaire du froid mécanique. Donc, dans le cadre de nos expériences côté groupe Air Liquide, donc effectivement, alors ce n'est pas en France, mais ce sont des demandes spécifiques. Donc, nous, ce que nous proposons et via nos expertises, en fait, c'est de répondre aux besoins et aux cahiers des charges de clients. Donc, dans le transport réfrigéré, des clients, donc là, on parle du cas de la Suisse, ont eu dans leur façon le mode logistique, souhaité avoir sur leur véhicule, donc entre autres des porteurs, un froid mécanique et un froid cryogénique. Donc, ce sont des solutions qui ont été combinées de façon à prendre en compte, par exemple, le froid mécanique fonctionnant sur alimentation électrique dans une partie de leur schéma logistique, complété du froid cryogénique qui permet, par exemple, en distribution urbaine, après une ouverture, de rapidement revenir à la consigne et d'utiliser ses propriétés, donc de silence, de pas de nuisances sonores ou de pollution, par exemple, dans les centres-villes. D'accord. Gérald, un complément? Oui, alors il y a sur ces matériels hybrides, l'hybridation globalement est une grosse tendance. On l'a vu au Congrès international du froid en août dernier à Montréal. L'hybridation au niveau des technologies de production de froid, Mohamed en a parlé, au niveau des fluides, au niveau des sources d'énergie et au niveau des utilisations et puis aussi des utilisations de l'énergie, traction et production de froid. Il y a des machines en service en France aussi qui utilisent différentes sources de froid, que ce soit de l'hybridation plaquetectique, froid ventilé, ça existe depuis une dizaine d'années, même si c'est encore des niches. Hein, mais la plaquetectique froid ventilé est une solution qui se développe. La cryogénie plus compression de vapeur est une technologie qui se développe. Demain, sans Il y a une doute, grande tendance vers l'hybride. Demain, sans doute, on verra un hybride de l'absorption qu'a présenté Gilles avec la compression de vapeur. C'est des choses qui sont tout à fait pertinentes et donc c'est une grande tendance. On en a et on en verra d'autres. Voilà, très bien, merci. Alors, un petit clin d'œil à la fin pour vous laisser méditer sur cette citation. L'innovation est la capacité à convertir les idées en factures. Ce qui est derrière, c'est bien sûr, les factures, ce n'est pas pour nous, c'est surtout pour nos clients en particulier. Dire également que l'innovation n'a de sens que s'il est transformé en succès commercial. Je vous laisse méditer sur cette citation. Je remercie tous les intervenants dans cet atelier. Merci d'avoir tenu le timing. On est 15 heures. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.